Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dynamique d'entreprise. Collection dirigée par Michael Ballet. Lieu de travail et lieu de vie, l'entreprise est au cœur de la société. Pourtant, beaucoup de ces aspects restent mal connus. Les évolutions technologiques et sociales sont à la source de nombreuses mutations organisationnelles. Les professions continuent d'évoluer en se divisant toujours davantage sur un plus grand nombre de spécialités. Les frontières elles-mêmes des entreprises s'estompent alors que les modes de travail se redéfinissent. Les entreprises deviennent des objets d'étude à multiples facettes dont les dynamiques sont de plus en plus complexes et souvent surprenantes. Au-delà des grandes lignes des logiques de management d'une part et des théories sociologiques de l'autre, nombre de ces facettes restent dans l'ombre. Dimension ignorée, métier méconnu ou dynamique contre-intuitive. La collection dynamique d'entreprise a pour vocation de diffuser les études réalisées sur ces points d'ombre, souvent techniques, de la nature des entreprises. Allant au-delà des essais de management, la collection regroupe des textes de recherche ou d'expérience sur le terrain qui éclairent les nombreux aspects ignorés des entreprises modernes. Dernière parution. Robert Jourda, La personnalité professionnelle tome 3 2013. Alain Coulombelle, L'entreprise et le temps. Figures d'hier et d'aujourd'hui, 2011. Michel Monteau, L'organisation délétère. La SST au prisme de l'organisation, 2010. Jean-Philippe TOUTUT, Organisation, Management et éthique, 2010. Gérard Pavie, La parité, enjeux et pièges. La dynamique des sexes au travail, 2010. Stéphane Lotissier, Jacques Angot, Révolution Relations. Construire votre écosystème de marque, 2009. Sébastien Comparet, Le système McDonald's en France. Les fondements d'une culture d'entreprise, 2008. Patrick Dambron, Les clusters en France. Pourquoi les pôles de compétitivité, 2008. Préambule. L'université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Dédicace. À toutes celles et à tous ceux qui m'ont inoculé la passion du savoir. À toutes celles et à tous ceux qui ont entretenu en moi cette passion. À toutes celles et à tous ceux qui m'ont appris à patienter et à persévérer. Liste des abréviations. ACP, analyse en composantes principales. AFC, analyse factorielle confirmatoire. AFE, analyse factorielle exploratoire. ANETI, Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. APII, Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. BTS, Banque tunisienne de solidarité. BFPME, Banque de financement des petites et moyennes entreprises. CA, chiffre d'affaires. CBSEM, Covariance Based Structure d'Equation Modeling. CS, compétences sociales. CSE, capital social entrepreneurial. CSP, catégorie socio-professionnelle. DAP, discrepancy arousal theory. DS, diversité structurale. FONAPRAM, Fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers. FOPRODI, Fonds de promotion et de décentralisation industrielle. GOF, Goodness of Fee. GREMI, Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs. IE, Intelligence émotionnelle. KMO, Kaiser Meyer-Holkin. MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Méthode des équations structurelles. PLS, Partial List Square. PME, Petite et moyenne entreprise. PPO, Point de passage obligé. RDV, Rendez-vous. RIITI, Régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information. SICAR, Société d'investissement à capital risque. SSII, Société de services et d'ingénierie informatique. VBSEM, Variance Based Structure d'Equation Modeling. VME, Variance moyenne extraite. TIC, Technologie d'information et de communication. TPE, Toutes petites entreprises. TRS, Théorie des réseaux sociaux. UTICA,
Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Introduction générale. Vous ne savez rien, tant que vous n'avez pas la bonne image qui vous permet de percevoir. Thomas Samuel Kuhn. Le champ de la recherche en entrepreneuriat a connu un essor considérable ces 2 dernières décennies. Ce développement s'est traduit, entre autres, par la prise en compte de l'individu entrepreneur, en tant qu'acteur essentiel au déroulement du processus entrepreneurial et par l'identification des déterminants du succès entrepreneurial. Jusqu'à la fin des années 1980, les recherches ont mis en avant que les facteurs psychologiques et les traits de personnalité de l'entrepreneur étaient les seuls facteurs déterminants de la réussite ou de l'échec d'une entreprise nouvellement créée, et ce dans le cadre d'une approche essentiellement psychologique et descriptive. McClellan, 1961-1963, Gartner, 1988, Shaver et Scott, 1991. Selon les tenants de cette approche par les traits, l'entrepreneur est un démiurge, de la ville, 2001, ou un héros aux prédispositions psychiques bien particulières, Abraham, 1994. Cependant, il s'est avéré par la suite qu'il semble impossible de trouver chez un seul individu toutes les qualités que l'on exige de lui pour réussir. Fond rouge, 2002, Bayad et al., 2006-2007. Sexton et Bowman, 1985, Brokos et Horvitz, 1986, Stevenson et Rario, 1990, Baron, 1998, ainsi que Laurin et Dussault, 1998, affirment d'ailleurs que les traits de personnalité et les motivations ne discriminent pas les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent. Dans les années 1990, les recherches se sont orientées vers la définition des entrepreneurs par ce qu'ils font, c'est-à-dire par leurs actions et leurs comportements plutôt que par leurs traits personnels. L'approche comportementaliste a ainsi vu le jour, Verstraete, 1999, Schmidt, 2003. Elle suggère que ce sont les compétences qui constituent les meilleurs prédicteurs de la performance des entrepreneurs. Chandler et Jansen, 1992, Héron et Robinson, 1993, Chandler et Hanks, 1994, Baum, 1995. Face aux résultats contradictoires et ambigus des travaux de recherche cités ci-dessus, et prônant une vision behavioriste, mais individualiste sous-socialisée ou sur-socialisée de l'entrepreneuriat, de nombreux auteurs ont suggéré de repenser le succès entrepreneurial en termes de facteurs interactifs. Drucker, 1993. Les facteurs individuels étant insuffisants pour appréhender le succès entrepreneurial, les chercheurs se sont orientés ces dernières années vers une perspective à visée processuelle qui voit l'entrepreneuriat comme un processus de mise en réseau des relations sociales qui compte, en premier plan, sur les relations de l'entrepreneur avec les autres plutôt que sur ses processus cognitifs. Aldrich et Zimmer, 1985. Markman et Baron, 2000-2003. Cette posture mobilisée permet d'appréhender le comportement de l'entrepreneur en tant que processus qui se construit graduellement au fil du temps, au fur et à mesure de son évolution, et dépendamment des relations qui se constituent autour de lui. Dans cette même lignée, plusieurs études ont souligné l'importance du contexte social et du réseau relationnel de l'entrepreneur dans le fonctionnement entrepreneurial. Aldrich et Zimmer, 1985, Rario, 1989, Aldrich et Dubini, 1991, se démarquant des approches centrées sur les seuls attributs de l'entrepreneur pour reposer sur ses relations sociales détenues notamment avec les parties prenantes de son projet. La réussite entrepreneuriale reposerait désormais sur la capacité de l'entrepreneur à réseauter, à mobiliser et développer un réseau relationnel riche en termes d'informations, de connaissances et d'opportunités émanant de l'environnement externe de l'entreprise. Johannisson, 1996, Zegal, 1997, Batiargal, 2001, Fafchan et Minton, 2002. En cela, le réseau personnel de l'entrepreneur doit être regardé comme sa principale ressource. Johannisson, 1986, page 20, étant donné qu'il lui permet d'accéder à d'autres ressources externes fondamentales au développement de son projet. À cet égard, il convient de souligner que dans cette perspective, la majorité des travaux de recherche ont appréhendé le réseau de l'entrepreneur comme étant donné, dans le sens où l'entrepreneur peut seulement le gérer et non le former ou l'étendre à son choix. Saleh, 2007. En effet, les recherches sur le capital social ont majoritairement adopté une approche quantitative qui se focalise sur sa mesure,
ou sur une relation globale capital social performance, Cholet, 2004-2005, en laissant de nombreuses zones d'ombre quant aux mécanismes sous-jacents des facteurs qui concourent à la constitution et au développement du capital social entrepreneurial. L'enjeu majeur de ces études consiste plutôt à chercher une configuration de réseau optimale pour la création d'entreprises, sans pour autant tenter de creuser en profondeur afin d'analyser et de comprendre la façon dont pourrait se former et se construire un réseau de relations entrepreneuriales. À cet effet, il serait intéressant de combiner une approche centrée sur l'individu et axée sur les relations sociales de l'entrepreneur. Chacune est intéressante, mais insuffisante pour résoudre le problème de la formation du capital social entrepreneurial, désormais CSE. Nous proposons donc de dépasser cet antagonisme et ce débat entre les différentes approches auparavant citées, pour mettre en avant le fait que la création d'entreprise est un acte social, se faisant sur le mode d'un processus qui se déclenche et se poursuit grâce à l'entrepreneur et aux relations qu'il se constitue tout au long de son cheminement. Pour ce faire, il serait légitime de mettre l'accent non seulement sur les conséquences du CSE en termes de réussite, mais aussi sur ses sources. Ceci revient à s'interroger sur ses principaux déterminants, définis en termes de compétences, avant de soulever un questionnement sur ce qu'il permet de faire. Dans cette perspective, se constituer un CSE développé nécessite des compétences sociales, désormais CS et relationnelles bien déterminées. Baron et Markman 1998, 2000, 2003, Baron 2004, ainsi que Baron et Tang 2009, ont énuméré celles qui importent le plus au niveau de l'activité entrepreneuriale et qui sont génératrices de succès, dont nous pouvons relever la perception sociale, le management de l'impression, la persuasion et l'influence sociale, l'expressivité, l'adaptabilité sociale et intelligence émotionnelle, désormais IE. Lux et Ferris 2006 ont également démontré que les personnes disposant de CS développés détiennent un avantage compétitif dans la constitution de leur réseau personnel, à travers le repérage des personnes potentiellement utiles dans le réseau personnel actuel. Vissa et Anand, 2006, ont déterminé 3 catégories de compétences fondamentales au niveau de la création d'entreprise. La capacité à mémoriser des informations personnelles et contextuelles au sujet des membres d'un réseau, l'aptitude à rentrer en contact avec des personnes prestigieuses, et enfin la capacité à mettre en relation des contacts personnels. Ces compétences dépendraient de son point de vue, de l'expérience professionnelle et de la personnalité de l'entrepreneur en question. Comment pouvons-nous le démontrer ? Au fur et à mesure que le projet de création d'entreprise se développe, l'entrepreneur est appelé à développer progressivement un CSE tout en inoculant à dose progressive un ensemble de multiples compétences entrepreneuriales, essentiellement socio-relationnelles, afin de se doter des ressources clés à la survie et développement de son entreprise. Le développement des CS entraînerait l'extension du CSE et aboutirait, par là même, à l'acquisition de ressources externes essentielles au développement d'un nouveau projet de création. Une clarification du champ et du contexte de la recherche. Malgré une certaine reconnaissance de la légitimité de l'entrepreneuriat en tant que science à part entière, Saporta, 2003, la recherche dans ce domaine reste encore fragmentée, voire éclatée. En effet, plusieurs disciplines ont tenté depuis des années de proposer des définitions ou des conceptualisations de l'entrepreneuriat, et différentes orientations sont privilégiées par les chercheurs pour l'étude de cet objet. Morris, 1998, en analysant les publications scientifiques consacrées au domaine de l'entrepreneuriat, a recensé 77 définitions différentes de ce concept. 3 principales approches ont ainsi émergé au fil du temps: fonctionnelle, individuelle et processuelle, Shi 2005. Ces perspectives marquent d'une part, l'évolution des conceptions et d'autre part, la mouvance des préoccupations dans le champ de l'entrepreneuriat, inscrivant les chercheurs dans des courants de pensée ou des paradigmes distincts, renvoyant à des situations hétérogènes. Durant les 2 derniers siècles, l'entrepreneuriat renvoie à une approche fonctionnelle utilisée surtout dans le domaine économique, WAT. Depuis le début des années 50, l'entrepreneuriat incarne une approche individuelle utilisée surtout dans le domaine psychologique, sociologique ou de psychologie cognitive, YNDU, et focalisée sur les traits de l'entrepreneur. Depuis le début des années 90,
l'entrepreneuriat prône plutôt une approche fondée sur les processus utilisés surtout dans le domaine des sciences de gestion, de l'action ou dans les théories des organisations, AO. Dans cette perspective, le phénomène entrepreneurial est mieux appréhendé via une prise en considération de l'ensemble des étapes enchaînées qui conduisent à la création d'une organisation. Compte tenu des trois perspectives proposées et de leur complémentarité, nous pouvons souligner, d'une part, la complémentarité qui existe entre ces trois conceptions servant à qualifier le phénomène entrepreneurial, et d'autre part l'existence de deux éléments fondamentaux au niveau de l'entrepreneuriat, la création d'un produit, d'un service, d'une activité, d'une organisation, de valeur et l'entrepreneur. En effet, Ronstadt 1984, Gartner 1985, Verstraete 2000 ainsi que Brush et al. 2003 avancent que chercheurs et praticiens tenant du paradigme de création d'une organisation associent assez souvent l'entrepreneuriat à l'acte d'entreprendre. Hernandez, 1999, met en exergue le rôle joué par l'entrepreneur et assimile l'entrepreneuriat au processus de création de l'entreprise par ce dernier. Il stipule que l'entrepreneur est le sujet, l'acteur, et la création de l'entreprise, le résultat de son action. Par ailleurs, Verstraete 2003 met en perspective la relation symbiotique existant entre l'entrepreneur et l'organisation qui l'impulse. Dans un autre registre, Venkataraman, 1997, ainsi que Shane et Venkataraman 2000, recentrent le processus entrepreneurial sur l'opportunité entrepreneuriale et appréhendent la création d'une entreprise comme un acte résultant d'un processus de découverte, d'évaluation puis d'exploitation d'une opportunité d'affaires. Différemment, pour Bruyas, 1993, l'entrepreneuriat est une dialogique individu-création de valeurs nouvelles, dans une double dynamique de changement, pour l'individu et pour l'environnement concerné par la création de valeurs nouvelles. Bruyas, 1993, page 57, affirme que l'objet scientifique dans le champ de l'entrepreneurship est la dialogique individu-création de valeurs. S'inscrivant dans ce paradigme de la création de valeurs, Fayol 2004 définit l'entrepreneuriat comme une situation reliant de façon concomitante un individu caractérisé par un engagement personnel fort, consommation de temps, argent, énergie, etc., et un projet ou une organisation stabilisée de type entrepreneurial. L'entrepreneuriat est ainsi incarné dans un processus initié par un entrepreneur, donnant lieu à une organisation établie dans un environnement, dans le but de créer de la valeur. La valeur créée renvoie aux apports techniques, financiers et personnels que génère l'organisation impulsée, et qui procure satisfaction à l'entrepreneur et aux parties prenantes. Pour l'entrepreneur, il s'agit de biens financiers et matériels mais aussi d'autonomie, de pouvoir ou d'estime de soi entre autres. Pour les clients, il s'agit de la satisfaction procurée par la consommation du produit et ou service proposé. Pour les financiers, il s'agit de la profitabilité de la structure créée et des gains monétaires effectifs et potentiels. Dans ce qui suit, et sans dénier l'intérêt du paradigme de création d'une organisation, l'entrepreneuriat sera appréhendé à travers la relation individu-système créé. Cependant, cette relation ne garantit en aucun cas la pérennité de l'entreprise nouvellement créée et la persistance entrepreneuriale, tributaire d'une valeur apportée par le projet aux différentes parties prenantes. À cet effet, la relation individu-système créé a cédé la place à une dialogique dynamique axée sur la symbiose individu-objet en dialogique et en interaction avec son environnement. Afin de comprendre les rouages de cette dynamique individu-création de valeur, nous allons inscrire notre projet de recherche dans le champ de l'entrepreneuriat, et plus précisément dans le cadre du paradigme de la création de valeur, Verstraete et Fayol, 2005. Nous focalisons notre analyse sur le processus entrepreneurial de création d'une organisation. Par ailleurs, nous souscrivons à la thèse de Bruyas, 1993, qui voit le processus entrepreneurial comme un processus de création de valeur évolutif au fil du temps dans un environnement donné, voir figure numéro 1 affichée ci-dessous. Bruyas, 1993-2001, discerne 3 phases du processus entrepreneurial, reliées dans une même logique d'évolution, le déclenchement, l'engagement et la survie-développement. Figure numéro 1, la conception du processus entrepreneurial. Adapté de Bruyas, 1993, page 60.
S'articulant autour de 3 phases, le processus entrepreneurial se décline comme suit. 1. Déclenchement du processus entrepreneurial. Il survient suite à un changement interne, insatisfaction professionnelle et ou externe, mutation au niveau de l'environnement, se traduisant par des tensions au niveau de la CSIP de l'entrepreneur. Ces tensions doivent être suffisamment fortes et menaçantes pour que l'action de créer soit perçue positivement par l'entrepreneur. 2. Engagement total du créateur. Il se réalise lorsque l'entrepreneur consacre la plupart de son temps, de son argent et de son énergie au montage de son projet. Selon Bruyat, 1993, l'engagement du créateur suppose que les résistances au changement ne soient pas trop élevées en regard de la possibilité de créer une entreprise et de la préférence donnée à cette option. 3. Survie-développement de l'entreprise créée. Nous estimons qu'à partir du moment où l'entreprise nouvellement créée se trouve au-dessus de son seuil de rentabilité, elle devient viable et peut prospérer, renforçant la cohérence CSIP de l'entrepreneur projet d'entreprise nouvelle. Cette déclinaison du processus entrepreneurial en 3 phases nous invite à aborder la recherche sous un angle élargi et à repenser la conception du phénomène entrepreneurial en termes de compétences requises et acquises pour son bon déroulement. Dans le cadre de cette recherche, nous nous focalisons sur la phase de survie-développement, afin de mieux comprendre ce que sont les compétences entrepreneuriales qui importent le plus au niveau du développement du CSE et de l'accès aux ressources clés. 2 constats, problématiques et objets de la recherche. Cette recherche s'inscrit résolument dans le paradigme de la création de valeur, tel qu'il a été présenté par Bruyat, 1993, et développé par Verstraete et Fayol, 2005. Elle se focalise plus précisément sur la façon dont l'entrepreneur pourrait agir sur le développement de son CSE, lors de la phase de survie-développement de son projet, par le biais de ses compétences, notamment celles sociales et relationnelles afin de se procurer les ressources externes dont il a besoin au fur et à mesure de son avancement dans la réalisation de son projet de création. L'objet de notre réflexion découle principalement des constats aussi bien théoriques que pratiques, et de l'existence de certains gaps dans la littérature et les recherches qui ont abordé la question des compétences et leur impact sur le capital social de l'entrepreneur en phase de survie-développement. Ces gaps et ces constats sont présentés dans ce qui suit. A. Constat. Dans le cadre de cette recherche, les constats que nous avons relevés afin de formuler notre problématique sont de 2 ordres. Théoriques, fondés sur les gaps recensés au niveau de la littérature, et pratiques, arrêtés sur la base des problèmes évoqués par les entrepreneurs et acteurs en matière de création d'entreprise. 1. Constat théorique. Notre réflexion découle pour une large part des liens constatés et très probablement préexistants entre les 2 concepts que sont les CS de l'entrepreneur et le CSE. Notre vision découle également des liens peu mis en relief entre le CSE et l'accès aux ressources externes. 4 principaux constats théoriques nous ont amenés à définir la problématique qu'on souhaiterait aborder. 1. Dans le champ de l'entrepreneuriat, des travaux de recherche portant sur le processus de développement des compétences entrepreneuriales appréhendent la conception de la compétence dans le cadre d'une approche psychologique, descriptive. McClellan 1963, Brokos et Horvitz 1986, Gartner 1988, Shaver et Scott 1991, où s'intéresse à L'. Impact des compétences entrepreneuriales sur la performance et la création de valeur, Chandler et Jansen 1992, Heron et Robinson 1993, Chandler et Hanks, 1994, Baum 1995. Rares sont les études qui ont appréhendé la compétence comme relevant d'un processus dynamique, multidisciplinaire et s'inscrivant dans différents niveaux d'analyse sont récemment développées. Lampel 2001, Marchenet 2002, Mann et al. 2002, Bayad et Bourguiba 2006, Aouni et Surlemont 2007. On dénombre encore moins de travaux qui se sont focalisés sur les CS et relationnels de l'entrepreneur pour étudier leur impact sur le développement d'un capital social propice à la réussite d'un projet nouvellement créé. Markman et Baron, 1998, 2000, 2003, Baron et Tang, 2009. 2. Le concept de CSE est en lui-même problématique. L'appropriation par les chercheurs du vocabulaire issu du CSE
semble indiquer le flou et la polysémie du terme qualifié à plusieurs reprises de concept fourre-tout. Le survol des travaux réalisés permet de repérer différentes définitions, modèles et approches voire des théories du CSE traduisant dans leur majorité a. D'une part, la difficulté de perception d'une convergence dans la façon dont il est conçu, b. D'autre part, sa forte corrélation avec la théorie des réseaux sociaux. Ceci étant, Capital et réseaux sociaux ont fait l'objet de conversations entremêlées et des associations sont faites entre les deux concepts depuis leur origine, générant une certaine confusion entre les deux concepts. Ceci nous amène à porter un regard critique sur les limites conceptuelles quant à l'éclairage des spécificités de chaque construit. Ces diverses conceptualisations, qui s'avèrent être souvent divergentes, ont fait émerger de nombreuses tentatives d'opérationnalisation anglo-saxonne, mais qui se révèlent être peu homogènes, nous amenant ainsi à porter un regard critique sur leurs limites. 3. L'examen des résultats des études existantes traduit une certaine évidence. La croissance des travaux qui, à partir des années 1980, porte beaucoup plus sur l'influence du CSE sur la détention d'avantages concurrentiels pérennes en termes de croissance, de connaissances, de performance financière que sur l'accès aux ressources externes. Denioy 1992, Baron et Bruch 1999, Arègle et Hall 2003, Harris 2001, Liao et Welch 2003, Davidson et Honig 2003, Roux 2006 et Minette et Hall 2009. Dans le cadre de ces travaux, les perspectives de recherche empirique qui ont repensé le CSE en termes de déterminants concourant à son développement sont très peu nombreuses. Encore, convient-il de relever le constat selon lequel les recherches dédiées à l'exploration du rôle des compétences entrepreneuriales à connotation sociale et relationnelle dans le développement du CSE sont encore émergentes? Baron et Markman, 1998, 2000, 2003, Baron et Bruch, 1999, Roberts et Devine, 2003, Baron et Tang, 2009. 4. Un passage en revue des principaux travaux réalisés sur le CSE et ses effets sur le développement et la réussite d'une entreprise nouvellement créée en TIC permet de relever un constat selon lequel une attention particulière a été accordée à l'effet modérateur ou amplificateur de l'incertitude environnementale. Cet effet, doté le plus souvent de dynamisme environnemental, concernait soit la relation entre le CSE et la performance de l'entreprise nouvelle, Juma et McGee, 2006, Comet, 2007, soit le lien entre DCS de l'entrepreneur et sa réussite, Chandler et Hall, 2005, Mileski et Hensley, 2007, Mileski et Baron, 2009, Baron et Tang, 2009. Rares sont les chercheurs qui ont testé l'effet modérateur de l'incertitude environnementale sur la relation CSE-accès aux ressources externes clés. 2. Constat d'ordre pratique. Si la relation CS de l'entrepreneur CSE a été très peu étudiée dans la littérature, elle a, encore moins, fait l'objet d'un regard particulier par les entrepreneurs tout au long de leur cheminement. En effet, l'examen de la réalité des entreprises nouvellement créées nous a permis de constater les difficultés qu'éprouvent les entrepreneurs à identifier les compétences qu'ils devraient acquérir pour réussir leur création. La Violette et Loup, 2006, Lance, 2009. Ces difficultés sont encore plus marquées pendant la phase de survie-développement d'un projet nouvellement créé, caractérisée par une tension permanente entre les ressources nécessaires pour réaliser le projet et les ressources disponibles. Stevenson et Rario, 1990, Fayol, 2005. Les acquisitions de ressources clés ayant pour but de dynamiser le système entrepreneurial requièrent de la part de l'entrepreneur naissant un fonctionnement et des comportements particuliers. En effet, une étude menée par Gartner et Hall, 1998, et portant sur 27 dossiers de création de start-UPS a mis en relief que les caractéristiques individuelles de l'entrepreneur, les activités qu'il déploie lors de l'exécution de son projet, ses choix stratégiques et l'environnement dans lequel il opère jouent un rôle crucial au niveau de la bonne conduite ou de la cessation de ses activités et ce à 85% des cas étudiés. Par ailleurs, Bayad et Hall, 2006, ont démontré dans leurs recherches qu'un grand nombre de défaillances des entreprises existantes, ayant un âge qui ne dépasse pas 5 ans, est loin d'être lié aux produits-services proposés par les entreprises, mais plutôt à une méconnaissance du métier d'entrepreneur et des compétences requises. Ceci est en fait reporté par l'Institut de statistique, l'INSEE. En effet,
l'INSEE 2004 constate que plus de la moitié des entreprises ont disparu au bout de 5 ans et que près de 80% des artisans ont changé au bout de 10 ans, chose qui nous conduit à penser que c'est de l'entrepreneur que dépend la réussite ou l'échec d'une entreprise nouvellement créée, notamment en France. Cette même étude menée par Bayad et al. 2006, et portant sur les toutes petites entreprises, les TPE de Lorraine en France, a mis en relief le fait que les entrepreneurs possèdent certaines qualités particulières d'initiative, de prise de risque, de créativité, mais ne détiennent pas forcément les compétences requises à la bonne conduite de leurs entreprises. Ce sont ces compétences entrepreneuriales qui font que des entreprises survivent et réussissent alors que d'autres échouent. Les études empiriques menées sur les entreprises nouvellement créées dans le domaine de la haute technologie soulignent que les entrepreneurs technologiques, dont les projets sont principalement axés sur l'apprentissage et l'accumulation de connaissances, rencontrent des difficultés en ce qui a trait à l'accès aux ressources financières, ainsi qu'à l'accès aux canaux de distribution afin de commercialiser leurs produits-services. Zacharakis et Shepard, 2001. Bernasconi et Moreau, 2003. Liao et Welch, 2003-2005. Nergard et Matson, 2004. Zacharakis et al. 2007. Dans le contexte tunisien, très peu de recherches ont été menées, dans ce sens, pour mettre en évidence que l'accès aux ressources externes clés, financières, informationnelles, est contraignant pour les entrepreneurs qui sont en phase de développement de leur projet. Nous pouvons citer les travaux de Eddy, 2003-2010, qui ont suscité un intérêt pour la problématique d'accès aux ressources tout au long du processus entrepreneurial, ainsi que ceux de Temri et Haddad, 2009, et Haddad, 2011, qui ont mis en relief la pénurie des ressources financières compromettant la réussite des projets TIC. Le secteur des TIC, qui a connu depuis 2005 un développement considérable en Tunisie, conforte les attributs de l'économie nouvelle et contribue fortement à l'élargissement des horizons de l'emploi qui devient problématique. Ce secteur qui enregistre une croissance élevée est devenu fortement concurrentiel, marqué par l'entrée massive des jeunes entrepreneurs, ressortissant des filières TIC de plus en plus nombreuses. Ces jeunes entrepreneurs sont dotés de compétences techniques développées, voire prometteuses. Cependant, le taux d'échec des entreprises nouvellement créées dans ce domaine reste élevé comparativement aux autres secteurs. Selon les statistiques relevées par l'INS, ce taux a atteint 14 363% en 2009. En outre, un examen du nombre de projets TIC financés par les banques étatiques et privées, ainsi que les sociétés d'investissement à capital risque CCARS, met en avant que ces intervenants financiers sont réticents à octroyer des fonds aux entrepreneurs TIC, par peur de leur échec. Ceci explique en quoi les entrepreneurs TIC rencontrent des problèmes qui sont liés à l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour faire perdurer leurs entreprises nouvelles. À la lumière de ces constats, nous estimons qu'une perspective de recherche sociale est préconisée afin d'apporter des éléments de réponse à la question centrale suivante. Dans quelle mesure les compétences sociales de l'entrepreneur TIC jouent-elles un rôle dans le développement de son capital social afin de favoriser son accès aux ressources externes clés pendant la phase de survie-développement des entreprises nouvelles ? Cette question centrale qui constitue le cœur de notre problématique se décline en 4 questions sous-jacentes qui se présentent comme suit. A. Quelles sont les ressources clés qui importent le plus au niveau d'un processus de développement d'un projet nouvellement créé dans le domaine des TIC ? B. Comment l'entrepreneur pourrait-il repenser la phase de survie-développement de son projet en termes de capital social, afin de se procurer les ressources dont il a besoin ? C. Quels sont les CS dont devrait disposer l'entrepreneur afin de développer son capital social pour favoriser l'accès aux ressources externes, notamment financières, informationnelles et sociales ? D. L'incertitude environnementale pourrait-elle induire le processus d'accès de l'entrepreneur aux ressources externes clés, par le biais de ses CS et son CSE ? B. Objectif de la recherche. Cette problématique renvoie à l'atteinte de 2 catégories d'objectifs, principal et spécifique. 1. Objectif principal. Construire et tester un modèle explicatif des liens pouvant exister entre 3 dimensions clés, CS, CSE, accès aux ressources externes, mettant en avant les différents états de la nature de l'association CS-CSE d'une part, et CSE accès aux ressources d'autre part,
afin de mieux comprendre la dynamique de survie-développement d'un nouveau projet de création dans le domaine des TIC. 2. Objectifs spécifiques. Notre problématique renvoie à l'atteinte des sous-objectifs suivants. 1. Recenser les ressources clés qui sont requises à la survie-développement d'un projet nouvellement créé dans le contexte tunisien, notamment dans le secteur des TIC. 2. Explorer le concept de CS et relever la catégorisation des compétences à détenir par l'entrepreneur qui opère dans le secteur des TIC. Il s'agit d'identifier les compétences individuelles, sociales sur lesquelles l'entrepreneur devrait miser le plus, notamment pendant la phase de survie-développement de son projet. 3. Appréhender le construit du CSE qui demeure problématique en lui-même. Notre attention sera portée au préalable, sur la théorie des réseaux sociaux, découlant du fait que le CSE n'est autre que l'ensemble des ressources actuelles auxquelles un individu pourrait accéder grâce à son réseau de relations sociales. Nous ne pourrions donc nous prononcer sur les conceptualisations du CSE, sans mobiliser tous les cadres théoriques issus de la théorie des réseaux sociaux. Dans le champ de l'entrepreneuriat, cette théorie explique que l'entrepreneur devrait s'immiscer dans des réseaux sociaux qui représentent l'ensemble des relations entretenues par différents moyens entre l'individu en question et les groupes sociaux qu'il se constitue. Aldrich et Zimmer, 1985, Granovetter, 1973, 2000 AB, Haidt et Esterly 2001, Hoang et Antonchik 2003, Ferrari et Pesqueux 2004, Chabot et Nigol 2005-2010, Ferrari et Granovetter 2009. Ce réseau de relations s'avère-t-il est pourvoyeur d'informations, de financement et de diverses ressources procurant à l'entrepreneur un capital social riche et varié, de Karolis et al. 2009, Kantner et Stutzer 2010. À cet effet, nous comptons nous interroger sur la contribution de la théorie des réseaux sociaux à l'éclairage des différentes conceptions du CSE pour en proposer une démarche de conceptualisation. 4. Expliquer et comprendre le poids relatif des CS de l'entrepreneur dans la formation du CSE, dans la réalité de l'entreprise tunisienne, et plus spécifiquement de la SSI. Ceci revient à mettre l'accent sur les facteurs sociaux qui méritent plus d'intérêt aux yeux des entrepreneurs. 5. Étudier l'impact des CS de l'entrepreneur sur le développement du CSE des entreprises nouvellement créées, pour se procurer les ressources préalables à la survie-développement du processus entrepreneurial. Ceci revient à visualiser le comportement des entrepreneurs tunisiens qui opèrent dans le secteur des TIC, quant à leur prise de conscience de l'importance que revêt le volet social et relationnel dans la formation et le développement de leur CSE, pour favoriser leur accès aux ressources externes, qui demeurent problématiques. 6. Étudier la nature de l'influence du CSE sur l'accès aux ressources externes clés, auparavant explorées et qui sont les ressources financières, les ressources informationnelles et les ressources de support social. Par ailleurs, il conviendrait de visualiser l'effet modérateur causé par l'incertitude environnementale. Ces questions de recherche. Nous pouvons décliner notre question de recherche centrale en 5 questions sous-jacentes de la sorte. Quelles sont les ressources qui importent le plus au niveau de la phase de survie-développement d'une entreprise nouvellement créée dans le domaine des TIC? Quelles sont les compétences entrepreneuriales, notamment sociales, que devrait détenir et développer l'entrepreneur afin de se procurer les ressources externes nécessaires à la pérennisation de son projet? Les CS de l'entrepreneur, auparavant cités, pourraient-elles influencer le développement de son capital social? Quel est l'impact du CSE sur l'accès aux ressources essentielles au sein des entreprises nouvellement créées dans le secteur des TIC? L'incertitude environnementale pourrait-elle influencer le processus d'accès de l'entrepreneur aux ressources externes clés sollicitées? 3. Positionnement épistémologique et approche méthodologique. Nous avons choisi une posture épistémologique positiviste ainsi que la démarche retenue en matière de production des connaissances afin d'éclairer 2 éléments fondamentaux. Notre rapport à l'observation de l'objet de notre étude, posture épistémologique, et les moyens que nous avons retenus afin d'analyser la réalité de notre problématique de recherche, méthodologie adoptée. A. Le choix d'une posture positiviste.
Giraud, Séville et Perret, 1999, ont postulé qu'il existe 3 positionnements épistémologiques qui pourraient être adoptés par les chercheurs en sciences de gestion. Le paradigme positiviste considère que les situations sont des données objectives, indépendantes de toute interprétation, que l'on peut étudier selon des principes universels permettant d'atteindre l'essence de la réalité. Le paradigme constructiviste souligne que la connaissance scientifique est un phénomène social et que le progrès scientifique dépend de constructions sociales. Mbeng, 2001, page 45. Quant au paradigme positiviste aménagé, il combine les 2 paradigmes, partant du fait que la réalité observée possède une essence propre à elle-même et elle est fondée non seulement sur des faits objectifs comme les actions des acteurs, mais aussi sur leurs intentions, motivations et croyances. Huberman et Miles, 1991. Dans le cadre de cette recherche, nous nous inscrivons dans le cadre d'une conception positiviste axée sur une représentation objective de la réalité, appréhendant un statut privilégié d'explication. Il s'agit d'un raisonnement qui conduit à partir de prémices et d'hypothèses à la vérité d'une proposition, ou à sa non-réfutation, compte tenu de règles d'inférence. Cette proposition est la suivante. Il existe des liens de cause à effet entre les CS de l'entrepreneur, le CSE d'une part, et l'accès aux ressources externes d'autre part. B. Le choix d'une démarche hypothético-déductive. Il existe 3 catégories de démarches suivies en vue de produire les connaissances scientifiques. La démarche inductive, la démarche hypothético-déductive et la démarche abductive. Les méthodes inductives sont fondées sur une collecte préalable des données du terrain, sans grille d'analyse initiale. Leur objectif consiste à induire un ensemble de propos et de relations généralisables, pouvant même déboucher sur le développement d'une nouvelle théorie à partir d'observations particulières. Quant aux méthodes déductives, elles présupposent que l'on conceptualise au préalable ce que l'on cherche à découvrir, capitalisant sur un corpus théorique général préexistant et servant d'appui à la validation d'hypothèses formulées d'avance par le chercheur. Les méthodes abductives sont plutôt axées sur des allers-retours entre la théorie et la pratique, entre les théories mobilisables en la matière et le terrain de recherche. Leur principe repose sur une confrontation des fondements théoriques avec le terrain qui permet de les enrichir. Compte tenu de la nature explicative causale de notre problématique, nous avons eu recours à une méthodologie plutôt déductive quantitative. En effet, des hypothèses de recherche constituent le point de départ de notre réflexion, à partir desquelles des résultats et conclusions ont été tirés. En cela, l'objectif ultime consiste à tester si la réalité observée corrobore ou infirme ce qui est étayé au niveau du cadre théorique mobilisé. Le tableau suivant permet de récapituler nos propos. Tableau numéro 1. Les principales caractéristiques de la recherche. 4. Architecture de la recherche et plan de la thèse. En nous inscrivant dans le cadre d'une démarche positiviste hypothético-déductive et quantitative, nous disposons d'un ensemble de questions et d'hypothèses de recherche, entendues comme une traduction précise et opératoire de notre thématique. L'étape initiale est donc relative à l'élaboration de notre cadrage conceptuel au niveau des 3 premiers chapitres de la thèse. Ce cadre conceptuel est basé sur tout un état d'art de la littérature relative à la question de l'accès aux ressources externes clés, dans le chapitre 1, au CSE, dans le chapitre 2, et au CS de l'entrepreneur, dans le chapitre 3. Notre travail de recherche consiste par la suite, en un balayage de l'ensemble des travaux empiriques abordés en la matière, afin de poser nos hypothèses de recherche préliminaires au niveau du chapitre 4. L'étape suivante de cette thèse concerne la validation empirique du cadrage conceptuel sur le terrain, dans les chapitres suivants de la thèse. En effet, les données collectées sur une dizaine d'entreprises nouvellement créées dans le secteur des TIC font l'objet d'un codage spécifique, aboutissant à une analyse via des techniques spécifiques à l'analyse des données qualitatives. À ces données, s'ajoutent d'autres provenant de 4 banquiers et 5 capitalistes de risque qui ont été interrogés pour affiner l'étude qualitative. Les résultats qui en découlent serviront de base à la délimitation des hypothèses de recherche posées, ainsi qu'à la purification de notre modèle conceptuel. Ceci nous ouvrira la voie à une étude quantitative menée auprès de 120 entrepreneurs TIC,
dont la méthodologie a été présentée dans le chapitre 5. Les données qui parviennent de l'étude quantitative, exploratoire et confirmatoire ont fait l'objet d'un traitement statistique sur la base des logiciels SPSS, version 18, UCINETVI et SmartPLS, version 2.0, et les résultats obtenus seront présentés dans le chapitre 6. Les facteurs explicatifs sous-jacents à ces résultats seront ensuite mieux explicités et discutés dans le chapitre 7. Une telle réflexion est axée sur une comparaison entre les résultats prônés dans les travaux antérieurs et ceux qui émergent à partir de notre recherche, ce qui permettent de déboucher sur les contributions et limites de la présente étude. En guise de conclusion, nous synthétiserons les résultats, apports théoriques et pratiques, ainsi que les limites et perspectives de recherche. La figure suivante récapitule de façon synoptique l'articulation que nous venons de présenter, afin de défendre notre thèse. Figure numéro 2, démarche générale de la recherche. Chapitre 1, l'accès aux ressources externes clés, facteurs facilitant les spécificités de la phase de survie-développement. Introduction. Il n'y a pas un caractère d'entrepreneur. Mais il faut du caractère pour l'être. Peter Drucker. Depuis le déclenchement du processus entrepreneurial, et au fur et à mesure de son développement, l'entrepreneur est appelé à se procurer des ressources disparates variées, mais complémentaires et nécessaires à la pérennisation de son entreprise. Ces ressources de nature différente pouvant être aussi bien tangibles, matérielles, humaines, financières qu'intangibles, information logicielle, soutien moral, encadrement, permettent d'anéantir les difficultés et ambiguïtés rencontrées par l'entrepreneur pendant le décollage de son projet. Elles constituent un enjeu majeur des entreprises nouvellement créées dans le secteur des TIC, là où les entrepreneurs opèrent dans un contexte marqué par l'incertitude, le manque de légitimité, l'asymétrie de l'information, l'équivocité des performances minimales et la rareté des ressources demandées. Le questionnement qui se pose à ce stade se rattache essentiellement à l'identification des ressources qui importent lors du démarrage des projets nouvellement créés dans le secteur des TIC. L'entrepreneur aurait-il besoin plutôt d'un matériel sophistiqué, de moyens financiers, de renseignements ou et de ressources humaines qui l'aideront à soulever les caps lors du développement de son projet? Pour répondre à cette interrogation, nous développons 3 sections dans ce premier chapitre. La première section s'intéresse à une revue des différents paradigmes de l'entrepreneuriat. Cette analyse des différentes conceptions de l'entrepreneuriat constitue notre point de départ pour montrer en quoi la mobilisation des ressources est un levier de la persistance entrepreneuriale, indépendamment du paradigme adopté. En revanche, nous avons choisi d'inscrire cette recherche dans la lignée des travaux de Bruyas, 1993, et Fayol, 2005-2007, qui déclinent le processus entrepreneurial en 3 phases, le déclenchement, l'engagement et la survie-développement. La deuxième section est consacrée à l'étude des spécificités de la phase de survie-développement des projets TIC nouvellement créés, permettant encore une fois de reprendre la problématique de rareté des ressources sollicitées par l'entrepreneur. La troisième section propose de mettre l'accent sur les ressources clés les plus essentielles pour l'entrepreneur. L'enjeu de l'accès à ces ressources, par le biais des acteurs sociaux externes avec lesquels l'entrepreneur entretient des relations, est envisagé comme un mode de résolution de la problématique de carence en moyens, financiers, informationnels ou autres. 1. La mobilisation des ressources sociales externes, facteur au cœur des différentes conceptions de l'entrepreneuriat. Comparativement aux grandes firmes et multinationales qui disposent de moyens assez étendus, les PME et les toutes petites entreprises nouvellement créées sont fragiles car leurs ressources, financières, humaines, matérielles, immatérielles, sociales, sont limitées. Ces entreprises sont donc les premières concernées par l'infléchissement et la réduction du risque induit par le manque de légitimité, l'incertitude, la rareté des ressources et l'asymétrie de l'information. Bruyas 1993, Tornikoski et Newbert 2007. Pour ce faire, ces entreprises nouvelles sont appelées à rallier la collecte des informations à l'accès aux clients, fournisseurs, technologies et ressources externes financières, physiques, etc. Ceci sert à renforcer le développement de nouveaux produits-services, l'accroissement du chiffre d'affaires, de la part de marché et de la performance de l'entreprise nouvellement créée.
Si dans les premières phases de création d'un projet, l'accent est mis sur la manière d'agencer les quelques différentes ressources accumulées afin de produire les premières commandes, d'attirer les premiers clients, dans la phase de survie-développement, le développement simultané des produits-services actuels et potentiels, l'attraction de nouveaux prospects, l'accroissement du niveau des ventes et de la part de marché de l'entreprise, la recherche des apostrophes, une certaine stabilité financière et commerciale et le succès entrepreneurial, en définitive, demeurent tributaires du degré d'accès aux ressources sollicitées. Dans cette perspective, il convient de souligner que les ressources sociales puisées de l'extérieur constituent une clé de voûte de la réussite d'un projet nouvellement créé. Seber et al. 2001, Stuart et Sorenson 2005, Baron et Tang 2009. Ces ressources sociales représentent des ressources utilitaires contenues dans les réseaux de relations de l'entrepreneur. Lin, 1995. Elles sont générées essentiellement par les parties prenantes d'un projet entrepreneurial, à savoir les fournisseurs, les clients, les investisseurs. Elles se matérialisent par un accès au marché, à une autre clientèle et à des acteurs qui contribueraient, d'une façon ou d'une autre, à la facilitation des résultats des actions entreprises, ainsi qu'à l'augmentation de la valeur ajoutée du projet nouvellement créé. Ces ressources sont donc utilitaires, mais temporaires et conditionnelles dans le sens où elles engagent une obligation de réciprocité et de compensation de l'entrepreneur vis-à-vis des acteurs sociaux, pourvoyeurs de telles ressources. Pour rebondir sur la problématique d'accès aux ressources, telle qu'elle a été appréhendée par les chercheurs en entrepreneuriat, force est de mentionner que les différents paradigmes qui ont été présentés par Verstraete et Fayol 2005, qu'ils soient axés sur l'opportunité entrepreneuriale, la création de valeur, la création d'une organisation ou l'innovation, mettent en exergue les ressources comme étant l'enjeu de développement du processus entrepreneurial. Dans ce qui suit, nous démontrons que chacun des 4 paradigmes de l'entrepreneuriat fait appel à la mobilisation des ressources requises au développement d'une entreprise nouvelle. A. Le paradigme de l'opportunité, Stevenson et Rario 1990, Bigrave et Hofer 1991, Shane 2003, Shane et Venkataraman 2000, Baron 2004, 2006 Vagheli et al., 2007 Vagheli et Julien 2010. Les tenants du paradigme de l'opportunité associent l'entrepreneuriat à un processus par lequel des opportunités à créer des produits et services futurs sont découvertes, explorées, évaluées et exploitées. Une opportunité entrepreneuriale est appréhendée comme l'interaction entre les capacités cognitives de l'entrepreneur concernant le futur de son entreprise nouvelle, les ressources ainsi que les structures sociales qui entourent cet entrepreneur. Sarasvati, 2001, Baker et Nelson, 2005, Sarasvati, 2008, McKinley, 2011, Sarasvati et Germain, 2012. Dans le même ordre d'idées, Mesgem, 2006, avance que l'opportunité entrepreneuriale doit être distinguée des autres opportunités de profit. Il rajoute que loin de chercher une optimisation de la relation moyen-fin, basée sur une utilisation efficiente des ressources, l'opportunité entrepreneuriale apparaît comme une remise en cause de cette relation dialogique. Baumol, 1996. Dans ce qui suit, en ligne avec les propos de Shane et Venkataraman, 2000, nous présentons les perspectives envisagées afin d'appréhender le processus de reconnaissance d'une opportunité entrepreneuriale. 1. Les perspectives de reconnaissance d'une opportunité entrepreneuriale. 3 perspectives de recherche sont suggérées par les tenants du paradigme de l'opportunité entrepreneuriale, afin de saisir les modalités de reconnaissance d'une opportunité entrepreneuriale. A. La perspective objectiviste. Cette perspective s'appuie sur les travaux de l'école autrichienne pour soutenir l'idée que l'opportunité existe bien dans la nature, indépendamment de l'individu. Cette approche avance donc que c'est à l'entrepreneur qu'incombe la capacité à reconnaître les opportunités prometteuses via sa vigilance et son aptitude à repérer et identifier les déséquilibres ou imperfections du marché qui ont été jusque-là méconnus ou ignorés. Kirtzner, 1973, 1979, 1997. B. La perspective subjective. Cette perspective met en avant que la reconnaissance d'une opportunité ne provient pas d'une illumination soudaine ou brusque, mais découle d'un processus cognitif et mental de recherche, de collecte et de traitement plus ou moins explicite des informations sollicitées sur les opportunités.
Cette approche sous-entend la démarche d'un entrepreneur qui s'appuie sur son réseau de contacts s'affine de repérer une opportunité de marché viable. Caïch et Gilad, 1991, Vagheli et Julien, 2010. L'exploitation ultérieure de cette opportunité repose sur des ressources qui devraient être recensées, accumulées et agencées afin de passer à la construction et l'installation proprement dite de l'entreprise nouvelle. C'est la perspective constructiviste. Cette perspective suppose que l'entrepreneur développe une opportunité en s'immisçant dans différents réseaux sociaux qui sont à l'origine de la construction de l'opportunité détectée. Baron, 1993, 2004, 2006. De Koenig, 2003, associe le processus de développement d'une opportunité entrepreneuriale à une série d'activités socio-cognitives qu'entreprend l'entrepreneur et qui, de l'analyse et la collecte des informations, passe à des activités de thinking through talking, appropriées à l'évaluation des ressources et la conversation avec les acteurs du cercle interne de connaissances de l'entrepreneur, famille, amis, proches, et ce en interagissant avec son réseau d'affaires. 2. Les étapes de création d'entreprises centrées sur l'opportunité. Timmons, 1994, page 7, définit l'entrepreneuriat comme la création ou la saisie d'une opportunité que des ressources réunies pour l'occasion permettent de poursuivre et d'exploiter dans ce qui suit. Entrepreneurship is the process of creating or seizing an opportunity and pursuing it regardless of the resources currently controlled. Dans cette vision, Timmons, 1994, concilie l'exploitation de l'opportunité entrepreneuriale à d'autres aspects de l'entrepreneuriat, et notamment le contrôle des ressources. Suivant un raisonnement analogue, Verstraete et Saporta 2006, avance qu'une opportunité entrepreneuriale ne peut se déceler et se lever que s'il y a une confrontation ou congruence entre a. Des paramètres socio-économiques et des facteurs contingents de l'environnement, se traduisant par un déséquilibre économique, une apparition d'une nouvelle technologie, un changement au niveau des modes de consommation, et b. Une idée d'affaires émanant d'un entrepreneur ou une équipe entrepreneuriale détenant les ressources indispensables à la mobilisation et l'exploitation de l'opportunité entrepreneuriale. Il s'avère que la notion de ressources est au cœur du processus entrepreneurial. Dans ce qui suit, nous nous alignons aux propos de Shane et Venkataraman 2000, qui décline le processus entrepreneurial en 4 étapes enchaînées et centrées sur la recherche, la mobilisation et l'accumulation des ressources. Ces étapes sont présentées ainsi. A. La découverte et l'identification de l'opportunité entrepreneuriale. Dans cette étape, l'identification de l'opportunité entrepreneuriale dépend de l'individu, ses motivations, valeurs, compétences, connaissances, relations et moyens financiers. De l'environnement, les choses à faire, l'accessibilité, l'hostilité, les potentialités et la solvabilité. Du temps nécessaire pour dimensionner le projet et estimer les ressources nécessaires avant de les obtenir. De l'accès aux ressources, disponibilité, coût d'acquisition et d'utilisation des moyens. Au niveau de cette phase, l'entrepreneur porte un jugement sur la valeur de l'opportunité et prend la décision relative à son exploitation ou pas. Son jugement dépend le plus souvent de sa croyance en ses capacités à réussir sa création, confiance en soi et auto-efficacité, ainsi que de sa prédisposition à la prise de risque. Au cours de cette étape, l'entrepreneur cherche des solutions à des problèmes non encore parfaitement définis. Il est appelé à trouver des applications à des idées non totalement développées et explorer des débouchés commerciaux appropriés à ses premiers services et produits. Pendant cette période, force est de mentionner que l'entrepreneur dispose généralement de très peu de ressources en termes de temps, d'attention et de financement. Johannisson 2000, Ravasi et Turati 2005, Shane et Delmar 2004, Nekakle 2007. À ce stade, l'entrepreneur réalise concrètement son processus de création à travers la recherche de l'arsenal des ressources dont il aura besoin pour le démarrage effectif de son entreprise. À cet effet, il s'active pour nouer des premiers contacts et passer à l'action tout en essayant de faire face aux contraintes de la nouveauté et réduire l'incertitude et l'ambiguïté qui risquent d'entraver le développement de son projet. Ces actions sont tournées principalement vers la recherche et la reconfiguration des ressources cruciales aussi bien tangibles, information, capital humain, qu'intangible, capital social, physique, financier et organisationnel,
Permaratne 2001 Delmar et Shane 2004 Newbert 2005. En ligne avec cette réflexion, Shane 2003 aborde de manière plus détaillée les phases de création d'entreprise dans la schématisation représentée ci-dessous. Figure numéro 3, le processus entrepreneurial au sens de Shane 2003. Le schéma affiché ci-haut démontre en quoi la notion de ressources occupe une place centrale dans la conception du processus entrepreneurial de Shane 2003. Cette schématisation met en évidence que la perception et l'exploitation de l'opportunité constituent toujours la première fonction de l'entrepreneur. De tels propos ont d'ailleurs été suggérés par Schumpeter 1934, Timmons 1994 et Shane et Venkataraman 2000. À ces propos, Shane 2003 rajoute une idée selon laquelle l'opportunité entrepreneuriale ne peut donc se voir et se percevoir que si et seulement s'il y a une adéquation entre l'idée d'affaires perçue par l'entrepreneur et la réalité socio-économique au sein de laquelle des ressources doivent être mobilisées pour concrétiser l'idée soutenue. V. Le paradigme de création d'une organisation, Gartner 1988, 1993, 1995, 2001, Reynolds 1997, Hernandez 1999, 2001, Verstraete 1999, 2003. Gartner 1988 assimile l'entrepreneuriat à l'acte de création de nouvelles organisations, ce qui revient à dire qu'appréhender le processus entrepreneurial renvoie à recenser, reconnaître et étudier l'ensemble des activités permettant à l'entrepreneur de créer une nouvelle entité dite organisation. En ce sens, Hernandez, 1999, avance qu'une telle organisation ne provient nullement du maintien ou du changement d'unités existantes. Par ailleurs, Verstraete, 2003, introduit la notion d'impulsion pour mettre en relief la relation de symbiose qui unit l'entrepreneur à l'organisation impulsée par lui. Un peu plus tard, Verstraete et Fayol, 2004, page 7, font référence aux travaux de Verstraete, 1999-2003, sur l'impulsion d'une organisation tout en prenant une perspective systémique intégrant l'action et son résultat, en vue de mieux comprendre les rouages de l'organisation. De ce point de vue, le processus entrepreneurial est perçu comme un enchaînement d'activités et d'actions qui donnent lieu à la naissance d'une organisation. Gartner, 1985, page 699 à 700, assimile plus spécifiquement le processus de création d'entreprise à une fonction ou une activité qui s'appuie sur 6 éléments associés à l'ensemble des activités entrepreneuriales. Ces activités permettent à un individu de créer une nouvelle entité juridique indépendante et concernent la localisation d'une opportunité, l'accumulation des ressources, la mise en marché du produit-service, la production du produit, la construction de l'organisation et la réponse au gouvernement et à la société. Ainsi s'avère-t-il que la conception proposée par Gartner, 1985-1995, replace l'accumulation des ressources au cœur de l'acte de création d'une nouvelle organisation. Le processus entrepreneurial transparaît comme un processus dynamique et évolutif dans le temps. En cela, au fur et à mesure de son évolution, l'entrepreneur scrute et recherche des ressources variées afin de développer son entreprise nouvellement créée. L'exécution des activités entrepreneuriales comme la collecte des moyens financiers, l'installation juridique, l'installation physique, l'aménagement des locaux, le recrutement du personnel, la production des premiers articles et la vente des premières commandes. Ce processus s'avère être holistique dans la mesure où il repose sur une interdépendance et une interaction entre les différents acteurs qui le composent. Il découle de ce fait une émergence organisationnelle présentée par Gartner, 1995, comme la capacité de l'entrepreneur de transformer ses aspirations et vœux en actions concrètes par la création d'une affaire. Or, afin d'atteindre le stade de pérennisation et de maturation d'une entreprise nouvellement créée, l'accumulation des ressources s'avère insuffisante. Le développement d'une entreprise nouvelle découle donc d'un processus de transformation des ressources dûment accumulées. Ces ressources doivent être combinées et développées pour devenir particulières et spécifiques à ce qui devient une entreprise viable et pérenne. C'est dans cette logique que l'entrepreneur se doit de mobiliser ses capacités et compétences pour modifier le potentiel de ressources de son entreprise et se différencier par rapport à ses concurrents. La création d'un écart de valeur entre une entreprise nouvellement créée et ses concurrents
reste tributaire d'un écart entre les capacités de l'entrepreneur et celles de ses concurrents. Cet écart se matérialise le plus souvent par des compétences centrales, qui sont à la base du développement d'avantages concurrentiels chez l'entrepreneur. Subséquemment, tout entrepreneur qui souffre d'une carence en termes de compétences pourrait échouer lors de l'exploitation à bon escient des ressources sollicitées. Il serait intéressant que tout entrepreneur fasse appel à la négociation, l'influence sociale, la persuasion, l'IE et donc à ses aptitudes sociales afin de se différencier sur le plan social, Baron et Markman 2000-2003. Il sera par là même apte à contrôler les ressources dont il aura besoin pour contourner les situations ambiguës qui peuvent contrecarrer la persistance de son projet entrepreneurial. Krakart, 1988-1995, Baron 2007, Baron et Tang, 2009. C'est le paradigme de l'innovation. Schumpeter 1934, Hayek 1945, Drucker 1985. Ce paradigme doit son essence à Schumpeter 1987, ainsi qu'à l'école autrichienne. Au sens de Schumpeter 1987, l'entrepreneur joue un rôle crucial dans l'évolution du système économique en ce qu'il crée des entreprises, des emplois et participe au renouvellement et à la restructuration du tissu économique. De son point de vue, l'entrepreneur est l'innovateur qui est à l'origine de la destruction créatrice, et qui perturbe l'ordre économique par la création de nouvelles combinaisons. Il en résulte un déséquilibre et une discontinuité qui aboutit au bout du compte, à de nouveaux produits-services qui se lancent sur les marchés et qui mettent fin aux anciens, b. de nouvelles méthodes de production, de transport ou d'organisation et c. de nouveaux marchés, de nouvelles sources d'approvisionnement et ou de nouvelles structures du marché Verstraete et Fayol 2005. Ainsi, la destruction créatrice engendre un dynamisme économique et une croissance sur le long terme qui n'est que l'output d'une nouveauté commercialisable radicale ou incrémentale, systématique, sporadique ou englobante, Julien et Marchenet, 1996. Drucker, 1985, va dans cette même logique et place l'innovation au cœur du processus entrepreneurial, mettant en relief son rôle dans la création de valeur. Il avance que innovation is the specific instrument of entrepreneurship. Drucker 1985, page 30. Dans sa conception de l'innovation, ce chercheur distingue deux types de connaissances, scientifiques et ordinaires. La vision schumpeterienne tend plutôt à mettre l'accent sur les connaissances ayant un caractère scientifique, et qui sont souvent érigées en un savoir spécifique à l'entrepreneur qui lui permet de détruire l'existant pour créer un inexistant, perçu comme une nouveauté. Quant à Alter 2000, il plaide en faveur de l'innovation ordinaire qui provient des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs de l'organisation. Ces acteurs détiennent un savoir et ou un savoir-faire particulier assimilable aux connaissances de circonstances particulières de temps et d'espace. Hayek, 1945, page 521. Il s'avère donc que les connaissances, ayant un caractère tacite et donnant lieu à des innovations originales et difficilement reproductibles, constituent des ressources idiosyncrasiques spécifiques préalables à l'innovation entrepreneuriale, Jacobson 1992. Dès le paradigme de la création de valeur, Bruyas 1993, 1994, 2001, Bruyas et Julien 2001, Fayol 2002, 2005, 2007. Au sens de Bruyas 1993, l'objet scientifique étudié dans le champ de l'entrepreneuriat est la dialogique individu-création de valeur. Le principe dialogique, proposé par Morin, 1989, signifie que deux ou plusieurs logiques sont liées en une unité de façon complexe, complémentaire, concurrente et antagoniste, et cette unité s'inscrit dans une dynamique de changement. Cette dynamique d'évolution fait que la valeur créée par l'entrepreneur exerce un impact fort sur lui-même et peut le transformer dans ses caractéristiques, savoir, savoir-faire, attitude, comportement. La valeur créée est également nouvelle dans le sens où elle induira un changement plus ou moins intense dans l'environnement concerné par le processus entrepreneurial en question. Axée sur le changement et la nouveauté, cette valeur est tributaire de l'entrepreneur. À cet effet, Bruyas 1993 page 58 présente ce dernier comme l'acteur principal et stipule que l'individu est une condition nécessaire pour la création de valeur, il en détermine les modalités de production, l'ampleur. Il en est l'acteur principal. La figure introduite ci-dessous met en avant le processus de création de valeur,
tel qu'il a été conçu par Bruyat, 1993. Figure numéro 4. Le processus de création d'entreprise au sens de Bruyat, 1993, page 67. Par ailleurs, dans la conception de Bruyat, 1993, le système entrepreneurial est en interaction avec son environnement et se trouve embarqué dans un processus par rapport auquel le temps constitue une dimension incontournable. En cela, Bruyat et Julien 2001 soulignent que pour entreprendre, il faut préalablement réunir 4 éléments clés: un contexte, un processus temporel, une personne et une dynamique interne et externe entre l'individu et son environnement. Afin de mieux appréhender le processus de création d'entreprise dans une logique de création de valeur, Bruyat, 1993, et Fayol, 2005-2007, le déclenchement du processus entrepreneurial. Il survient suite à un changement interne, insatisfaction professionnelle et ou externe, mutation au niveau de l'environnement, se traduisant par des tensions au niveau de la CSIP de l'entrepreneur. Ces tensions doivent être suffisamment fortes et menaçantes pour que l'action de créer soit perçue positivement par l'entrepreneur. L'engagement total du créateur. Il se réalise lorsque l'entrepreneur consacre la plupart de son temps, de son argent et de son énergie au montage de son projet. Selon Bruyat, 1993-2001, l'engagement du créateur suppose que les résistances au changement ne soient pas trop élevées en regard de la possibilité de créer une entreprisette, de la préférence donnée à cette option. La survie-développement de l'entreprise créée. Nous estimons qu'à partir du moment où l'entreprise nouvellement créée se trouve au-dessus de son seuil de rentabilité, elle devient viable et peut prospérer, renforçant la cohérence CSIP de l'entrepreneur projet d'entreprise nouvelle. Dans la figure suivante, nous avons essayé de reconcevoir le processus entrepreneurial, tel qu'il a été présenté par Bruyat, 1993, puis repris par Fayol, 2005-2007. Figure numéro 5. Le processus de création d'entreprise. Vers une focalisation des paradigmes de l'entrepreneuriat sur la mobilisation des ressources. À l'issue de l'examen des différents paradigmes de l'entrepreneuriat, il nous paraît utile de relever un constat selon lequel la recherche, l'acquisition, puis l'agencement des ressources requises jouent un rôle important tout au long du processus entrepreneurial, et quel qu'ait soit le paradigme auquel nous pouvons souscrire. Aussi, convient-il de mettre en relief que la portée inhérente à la mobilisation des ressources s'accroît à partir du moment où l'entrepreneur passe à la création effective de son projet nouvellement créé, éventuellement à l'exploitation de l'opportunité entrepreneuriale qu'il a décelée. Dans le tableau suivant, nous avons essayé de relever les différents rôles joués par l'accès aux ressources adéquatement aux différents paradigmes entrepreneuriaux présentés par Verstraete et Fayol, 2005. Tableau numéro 2. Le rôle de l'accès aux ressources externes. Selon les différents paradigmes de l'entrepreneuriat. Dans le cadre de cette recherche, nous adhérons à la réflexion soutenant que la valeur rayonnant autour d'un projet est la finalité première visée par l'entrepreneur. Afin de recentrer notre attention sur cet aspect de l'entrepreneuriat, nous souscrivons à l'approche développée par Bruyat 1993 et reprise par Fayol 2000. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.